Déjà, moi, je voulais vous poser une question. Qui est réveillé ici ce matin? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont... Ah, quand même, hein, je dirais 60%. Qui est pas réveillé, du coup? Ah, ça va. Il n'y en a que 2 qui assument, du coup, au final. Ok, ça marche. Donc, moi, j'aimerais vous parler de scaling. 9 tips pour scaler son business à plus de 200K par mois. Donc, en utilisant les principes du Fordisme et 6 autres tips que je vais vous donner, du coup. Est-ce qu'il y a des personnes, du coup, qui sont déjà retrouvées dans une situation où elles se sentent un petit peu comme sur un plafond de verre, où elles sentent qu'elles ne peuvent pas passer une certaine limite, soit en termes de temps, soit en termes de chiffres, soit en termes d'efficacité ici? Yes? Ouais? Ok, super. Moi, j'ai vraiment essayé, du coup, de vous donner des tips concrets que vous pouvez activer pour vraiment aller chercher un maximum de chiffre d'affaires. Moi, je pensais qu'il y avait des limites en termes de résultats que ce qu'on pouvait atteindre. Et je me rends compte qu'au final, il n'y a juste pas de limite. Donc, je vais essayer de vous donner un max de tips pour vraiment activer à fond. Allez, 9 tips pour scaler. Alors, j'ai écouté la conférence d'hier là, sur le fait qu'il fallait raconter des histoires. Du coup, ce matin, j'ai modifié ma présentation. Je me suis dit, je vais commencer par une petite histoire. Je vais essayer d'appliquer ce qu'on a vu hier, du coup. Donc, là, c'est moi, pas sous ma meilleure forme. Du coup, il m'est arrivé un accident assez grave en 2021, le 16 février 2021. Donc, je suis parti à Dubaï pour la première fois. Alors, pour ceux qui me connaissent, je déteste Dubaï. Hein. Les entrepreneurs à Dubaï, etc., c'est pas du tout mon truc. Mais je suis parti voir quand même. On m'a dit Dubaï, il faut que tu ailles voir. Franchement, c'est incroyable, c'est stylé, etc. Donc j'y étais. Hop, j'arrive, je fais ma petite semaine de vacances, etc. Dernier jour jet ski avec un ami à moi. Il me percute. Je fais un vol de 20 mètres et je me retrouve avec 17 fractures du coup au bassin. Là, vous avez une photo de mon bassin sur la droite. Donc vous voyez le côté normal d'un bassin, c'est un os tout droit. Et sur la gauche, vous voyez du coup plein de petites fractures. 17 fractures quand même. Et le médecin m'a dit, t'es passé à quelques centimètres d'être tétraplégique. Parce que ça a tapé du coup sur le côté droit, et à quelques centimètres, du coup, j'aurais été en fauteuil. Donc ça a été un gros choc pour moi. Alors pourquoi je vous parle de ça? Donc ça a été un gros choc, voilà, ça m'a fait apprendre plein de choses. Je me suis beaucoup remis en question du coup après cet accident, mais surtout en fait, ça a été un énorme crash test pour moi, pour savoir du coup si ma boîte elle pouvait tourner sans moi. Parce que pendant un mois en fait, je suis resté du coup à l'hôpital à Dubaï, et du coup je pouvais rien faire, c'est-à-dire pas parler à mes équipes. Je pouvais pas travailler, je pouvais vraiment rien faire. Donc déjà, j'ai eu une frayeur au début de me dire, bon, ok, est-ce que je vais remarcher? Et quand je me suis rendu compte que je pouvais remarcher, la question que je me suis posée, c'est est-ce que mon business, il va survivre un mois sans moi, sans que je fasse rien du tout? Je ne vais pas vous répondre maintenant, je vous répondrai du coup à la fin de la présentation. Donc je m'appelle Emmanuel Namer, je suis le fondateur d'un groupe d'entreprises qui s'appelle Devola Group. On a un groupe de 8 entreprises, j'ai une forte expertise du coup en marketing digital. Alors j'ai fait le choix de rester en France et vraiment du coup entreprendre en France avec des salariés en CDI. Je ne travaille pas avec des prestataires, donc on a 75 personnes en interne en CDI. On réalise du coup plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 et on investit du coup énormément d'argent en publicité, principalement sur Meta, donc un peu plus de 4 millions d'euros par an. Et j'ai eu l'occasion aussi d'accompagner énormément d'entrepreneurs dans mon parcours, notamment avec agence.com. On a du coup coaché plus de 5000 entrepreneurs à lancer leur business. J'ai la chance du coup depuis le début 2024 aussi d'être dans le advisory board de Meta, puisque du coup on est un très gros client français. Ça me permet du coup vraiment d'être au contact de l'entreprise de manière assez proche et donner aussi du coup des outputs à Meta et qu'on puisse vraiment échanger sur l'aspect stratégique. Donc c'est vraiment une super chance. Alors pour me présenter rapidement, avant de rentrer dans le détail, moi j'ai un parcours complètement ordinaire. Donc j'étais pas quelqu'un qui était super bon à l'école, 12 sur 20 en moyenne, donc vraiment quelqu'un d'assez classique. Et on m'a toujours reproché d'être un gars un peu naïf. Et ça c'est quelque chose qui... j'ai mis beaucoup de temps à travailler et encore aujourd'hui, des fois je suis un peu naïf. J'ai un bac scientifique, je suis parti en école d'ingénieur. Du coup, j'ai lâché mon école en 2018 un peu sur un coup de tête parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait faire plein de choses dans le business. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc moi, je me suis lancé avec le concept donc, de l'agence digitale. Donc ça, je pense que tout le monde voit ce que c'est ce business. Hein. Donc c'est business de prestation de services. Donc j'ai rien inventé. Hein. J'ai juste pris un business qui existe déjà. Donc j'ai eu l'idée d'aider les entreprises à obtenir plus de clients grâce au digital. Voilà comment je me suis lancé. Février 2018, je rencontre du coup Clémence, qui est une entrepreneur qui a créé un super produit. Et donc c'est ma première cliente, elle me confie un budget de 150 euros par mois pour gérer sa page Facebook. Donc ceux qui sont lancés dans le business aussi, vous savez à quel point c'est incroyable d'avoir son premier client, peu importe le montant. 150 euros par mois, j'étais choqué, j'étais trop content. Je me rappelle, je dansais chez moi, etc.
Et puis petit à petit, en fait, je me suis fait prendre à un jeu au final. C'est-à-dire que je me suis fait prendre à mon propre jeu, puisque je pensais jamais du coup me retrouver aujourd'hui avec 75 salariés, différentes structures, etc. Je voulais juste du coup lancer un petit business. Et petit à petit, je me suis rendu compte du coup que ce business il fonctionnait. Donc j'ai arrêté mon école en 2018. En mai 2018, j'ai pris mes premiers bureaux, donc je passe mes journées à travailler. Et j'ai réussi à convaincre mes premiers clients avec la technique de « j'apprendrai plus tard ». Donc, qui voit de quoi je parle, de cette technique de « j'apprendrai plus tard ». Ok, pas mal de personnes, ça me rassure. Ça me rassure, donc c'est cool. En gros, le principe, c'est simple, c'est de dire, quand il y a une opportunité business, c'est de dire « ok, je la saisis ». Et une fois que vous l'avez saisie, trouvez du coup les clés justement pour délivrer votre client. Et c'est clairement ce que j'ai utilisé. Et c'est ce qui a fait que du coup, la première année, j'ai vraiment réussi à me développer à fond parce que je connaissais rien du coup à la publicité en ligne, à part un petit peu la théorie. J'ai fait une super première année 2018 avec 745 000 euros de chiffre d'affaires et surtout une marge du coup qui est super intéressante à 400 000 euros. Et là, à ce moment-là, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, c'est pas possible. En gros, j'ai quitté mon école il y a 8 mois. J'arrive à sortir 700 000 euros de chiffre d'affaires. C'est un truc de fou. Et là, ça m'a fait vraiment un déclic dans ma tête de me dire, mais en fait, si j'arrive à faire ça sans connaissance, sans expérience, sans avoir justement d'équipe, sans background, sans réseau, qu'est-ce qui peut se passer si je me focus à 100% dessus et que vraiment je vais casser les barrières? Et en fait, je me suis pris dans une sorte de challenge où au final, moi, ce qui me drive, c'est pas le côté monétaire dans le sens, c'est pas le matériel, je vais pas courir après l'argent, mais moi, je vais courir après la perf. Et je me suis dit, je veux aller vraiment pousser mes limites au maximum et où est-ce que je peux aller? C'est comme ça que c'est parti. 2019, donc l'année d'après, on a fait 1,2 million, donc on a fait plus 70% de croissance. Et je me suis pris du coup dans un jeu clairement de performance où je me suis dit, je vais aller chercher le max. 2020, du coup, j'ai mon fameux trophée ClickFunnels que tout le monde monte sur les réseaux sociaux, du coup, du premier million d'euros, avec notamment agence.com. Donc ça, c'est de la formation en marketing digital, hein, pour ceux qui connaissent. Et je me suis fait prendre à ce propre jeu, et donc je travaillais de plus en plus, et j'étais à fond, et je travaillais plus, et j'étais à fond, et je travaillais plus, etc. Et à un moment donné, il s'est passé un petit souci. Parce que là, je vous raconte du coup la belle histoire. À un moment donné, il s'est passé un petit souci, c'est que ma tête, elle a changé. Ma tête, elle a changé. Qui veut voir ma tête quand je travaille 18 heures par jour? Yes? Elle n'est pas très belle, ma tête. Elle n'est pas très belle. J'ai des boutons, je suis fatigué, j'arrive même plus à ouvrir les yeux. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, j'arrive à un moment donné où c'est ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est la limite. Parce que, premier point, je travaille 18 heures par jour. Donc 18 heures par jour, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent beaucoup ici, qui travaillent énormément, mais 18 heures par jour, c'est trop de travail, c'est-à-dire que c'est pas bien. C'est qu'en fait, à un moment donné, tu fais que ça de ta vie, tu dors pas, tu manges n'importe comment, tu vois plus tes amis. Donc c'est ce que j'ai mis, hein. Moi, j'ai perdu tous mes amis parce que je passais ma vie derrière du coup mon ordinateur. Et surtout, je me suis retrouvé pris à mon propre jeu, pris à mon propre piège, puisque en fait, je devais, et là j'insiste bien sur le terme devoir, ça c'était nécessaire, obligatoire, être présent tous les jours dans mon bureau, parce que je savais que mes chiffres et mes salariés dépendaient de mon activité sur les réseaux sociaux. Okay, donc c'est-à-dire qu'en fait, j'étais dépendant de mon business. C'était plus mon business au service de ma vie, c'était moi au service de mon business. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont déjà retrouvées dans une de ces situations? Ouais? Ok. C'est vraiment ultra désagréable. En fait, on se rend compte que finalement, on s'est mis dans un business, dans une activité pour profiter, être libre, et c'est tout l'inverse qui est en train de se passer. Donc en fait, c'est un peu, alors je prends la métaphore, c'est un peu comme si, j'avais le pied enfoncé au maximum sur la pédale d'accélérateur, mais que je sens que la voiture, elle accélère plus. Okay, ça veut dire que vraiment, je suis au maximum et ça bouge pas. Et donc, je me suis clairement fait avoir à mon propre jeu. Et le pire de tout dans cette histoire, c'est comme j'avais déjà recruté des personnes, je pouvais plus faire marche arrière. Donc en fait, finalement, il fallait impérativement que je trouve une solution pour sortir justement de cet état complètement pitoyable, pour vraiment, du coup, justement, retrouver quelque chose de sain et de la croissance. Et en fait, ce plafond de verre, moi, c'est compliqué de faire une généralité, mais j'observe que voilà, jusqu'à 100 000 euros par mois, on arrive globalement à développer son activité. Si on a les bonnes pratiques, les bonnes méthodes, on arrive à le faire assez bien. Mais si vraiment on essaye de scale encore plus et aller casser ce plafond, il y a des changements qui doivent vraiment opérer dans le rôle d'un entrepreneur. Il y a des changements qui doivent opérer dans votre façon de travailler. Alors moi, j'ai une petite question à vous poser, savoir un petit peu ce que vous en pensez. À votre avis, quelle est la différence du coup entre le moi d'il y a 5-6 ans, tout seul dans mon bureau qui passait ma vie à travailler, et aujourd'hui, du coup, mon entreprise où on est 75 personnes, où ça tourne, il y a des process. À votre avis, c'est quoi les clés, c'est quoi les éléments ou l'élément principal peut-être qui a fait que
j'ai réussi à switcher. Là, comme ça, je dirais l'équipe. Ouais, Gérard, tu dirais équipe? Ouais. Ta posture, La posture, qui c'est qui a dit ça? Yes, posture, t'entends quoi par posture? ta posture, ta relation avec ton équipe. Ouais, carrément. Carrément. Sylvain, tu voulais dire un truc? J'allais dire pareil, l'équipe que tu as recrutée et la structure que tu as mis, que tu as mis avec eux. Ouais, structure, équipe. Ouais. T'es passé d'entrepreneur à chef d'entreprise. Ouais, carrément. Carrément, j'ai changé de métier, ouais. Ouais. La délégation. Ouais, délégation. La relation avec ton travail. Ouais, relation avec mon travail. En fait, en vrai, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Il y a plein de paramètres. C'est pour ça qu'il y a 9 tips que je vais essayer de vous donner. Mais le premier tips et la chose la plus importante que j'aimerais vous partager, c'est le fait que du coup, j'ai raisonné en mode système. Ça, c'est vraiment un truc, moi, je vous invite vraiment à le noter parce que ça, c'est vraiment un truc que moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Ça a vraiment été game changer pour moi. C'est vraiment raisonner en mode système. Donc, c'est quoi un système? Comment je peux l'imager? En fait, c'est assez simple. Un système, c'est quelque chose qui fonctionne sans vous. C'est-à-dire que, par exemple, nous, aujourd'hui, dans nos business, en moyenne, alors il y a des petites variations, en général 10-20%, mais tous les jours, on investit environ 15 000 € en publicité. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Nos équipes, elles travaillent de 9h à 18h tous les jours de la semaine, de lundi à vendredi. Et tous les jours, on génère un chiffre d'affaires qui va osciller, mais qui va être aux alentours de 75 000 € avec plus ou moins 10-20% de variation. Et moi, le truc le plus important dans ce que je viens de vous dire, c'est la dernière ligne. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on a créé un système qui est prédictible. Et ça, c'est vrai qu'on l'entend sur les réseaux sociaux, comment créer un système prédictible, comment attirer des clients de manière prédictible. Moi, je ne vous parle pas de bullshit. Je vous parle vraiment d'un système qui fait que, à l'heure près, carrément, on arrive à savoir le chiffre d'affaires potentiel qu'on va faire. Et ça, c'est incroyable, en fait, au final, parce que c'est un système qui travaille pour vous. Et ça, c'est clairement, du coup, pour moi, ce qu'il faut que tout le monde réussisse à mettre en place dans un business avec, justement, une stabilité de résultats. Alors, qu'est-ce que c'est un système? En fait, tout business stable et pérenne repose sur des systèmes. Donc, pour moi, après, chacun a sa définition d'un système, mais un système, c'est un assemblage de processus qui ont pour le but d'effectuer une transformation sans intervention de ma part. Ça, c'est très important, le dernier point, sans intervention de ma part. Ça veut dire un système, par exemple, ça pourrait être un process, une méthodologie, une façon de faire qui transforme un prospect en client. Ça, c'est un système. Donc voilà un petit peu la logique de système et on va voir comment l'appliquer. Deuxième tips, et c'est lié du coup au premier, c'est décomposer la chaîne de valeur de votre business. Donc ça, c'est hyper important. Ça veut dire que quand on est entrepreneur, on a 21 métiers différents. 21 métiers différents. Comment c'est possible? Parce qu'en fait, le métier d'entrepreneur, c'est plein de métiers en même temps. Il faut être comptable, il faut être commercial, il faut être marketeur, il faut gérer l'administratif, faire de la prospection. Okay, là, je vous en ai cité 5 en 2 secondes. Mais en fait, quand on est entrepreneur, on fait 21 métiers différents. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait. C'est-à-dire qu'on a un métier où, en fait, on fait 21 métiers en même temps. Et ça, faire plusieurs métiers en même temps, c'est bien, ça nous permet de progresser, etc. Mais à un moment donné, c'est juste impossible. Déjà parce qu'on n'a pas le temps de le faire, premièrement. Et deuxièmement, parce que juste, on ne peut pas avoir les compétences dans 21 secteurs différents, c'est juste impossible. Donc, moi, je suis arrivé sur une méthodologie qui s'appelle le Fordisme. Je n'ai rien inventé sur le Fordisme. Par contre, je me suis beaucoup renseigné là-dessus, parce que pour moi, il y a énormément de similitudes dans le business. Et Henry Ford, du coup, c'est quelqu'un que vous connaissez. Qui connaît Henry Ford ici? Ouais, yes. Donc, en fait, Henry Ford, il a créé le Fordisme. Et en fait, qu'est-ce que c'est le Fordisme? C'est qu'il a décomposé donc, un travail qui amène un résultat en chaîne, à chaque fois avec un référent expert, étape par étape. Okay, donc, en fait, lui, il s'est dit, OK, pour créer des voitures, pour vraiment défoncer tous mes concurrents, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu en fait, d'avoir une personne qui crée la voiture, genre une personne qui crée les roues, une personne qui crée les jantes, il y a une personne qui va prendre les roues, les jantes, qui va le donner du coup au collègue qui va les assembler sur le châssis. Il y a une personne qui va s'occuper de la peinture, une personne qui va s'occuper des vitres. Et en fait, chaque personne est référent vraiment d'une étape ultra spécifique. Et c'est ce qui permet du coup d'avancer. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que si j'arrivais à découper les 3 composantes majeures d'un business, donc ça veut dire marketing, sales, delivery, en système ultra isolé à la chaîne, mais interconnectés, ça c'est hyper important. C'est parce qu'on isole des systèmes qu'ils sont pas connectés. Alors le scaling serait infini et je deviendrais du coup inutile au fonctionnement de mon business. Donc moi je suis parti avec cette idéologie, il y a de ça à peu près 3 ans, de me dire je veux faire une usine. Alors usine, attention, c'est ultra, il y a un terme vachement péjoratif, de se dire du coup je vais avoir des personnes qui réfléchissent pas, juste qui assemblent les choses, etc. Mais
je peux vous garantir que c'est ultra performant et qu'au contraire, ça apporte énormément de bonheur et de sens aussi aux salariés. Alors les grands principes du Fordisme, il y en a deux, enfin il y en a plein, mais je vais vous en partager deux. Le premier, c'est de diviser, enfin faire de la division du travail. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le principe, c'est diviser les tâches en segments spécialisés qui permettent du coup à vos équipes, aux travailleurs, de se concentrer sur des tâches répétitives et spécifiques. Et vraiment, le terme le plus important, c'est spécifique. Ça veut dire que vraiment, c'est une personne qui va faire une tâche. Et si cette tâche, on peut la diviser encore en deux, eh ben on le fait. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, moi, j'ai des commerciaux qui du coup s'occupent d'appeler des prospects et de vendre. Et puis je me suis rendu compte qu'à un moment donné, en fait, ils faisaient deux métiers. Parce qu'ils devaient déjà poser des rendez-vous, premier métier, et deuxième métier, ils devaient vendre sur les rendez-vous qu'ils avaient posés. Et je me suis dit, ok, il faut séparer les deux. C'est-à-dire, il faut avoir une équipe qui pose des rendez-vous, une équipe qui vend. Et même dans la prise de rendez-vous, on a encore divisé en deux l'équipe. Et c'est toujours ce raisonnement de dire comment je peux décomposer ma chaîne de valeur pour avoir des personnes qui sont vraiment expertes juste d'un maillon, ce qui fait qu'à la fin, quand on assemble tous les maillons, on a une performance juste incroyable. Donc, spécialisation des équipes, ça veut dire décomposer les processus d'affaires en tâches spécifiques et attribuer des équipes spécialisées pour chaque tâche. Standardiser les process, donc ça veut dire développer des procédures opérationnelles qui sont standardisées, ça c'est hyper important les process. Et troisième point, c'est spécialiser les équipes. Donc c'est former des employés à des compétences spécifiques, augmentant du coup la productivité et la qualité du travail. Intérêt composé, exactement. Il a dit Gérald, l'idée c'est vraiment de se dire je vais aller gratter 2% ici, je vais aller gratter 5% ici, je vais aller gratter 20% ici, 10% ici. Et c'est clairement ce qui fait qu'à chaque fois qu'on lance un business, on arrive à le scaler de manière énorme. Parce que même si, quand j'investis 100 000 € en pub, même si j'ai, je sais pas, 2 fois moins de prospects que mon concurrent, le process, il est tellement huilé au millimètre que je sais que je vais gagner la course. Et je suis ultra confiant là-dessus. On en parlait hier avec des personnes qui m'ont connu à l'époque d'agence.com. Ils disaient, mais comment Manu, tu pouvais investir autant d'argent? On voyait que toi sur Facebook, sur YouTube. Très clairement, parce que quand quelqu'un rentrait en fait, dans le funnel, peu importe l'entrée, c'est-à-dire il s'inscrit à un webinaire, il fait une demande, etc., il allait être du coup tout simplement recontacté de manière ultra optimisée. Deuxième principe du Fordisme, travailler sous forme de chaîne. Okay, donc ça vraiment, je vous invite à le noter, c'est hyper important. C'est utiliser des chaînes de montage pour réduire le temps de production et augmenter l'efficacité. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire automatiser les process, faire des flux de travail optimisés et surtout pouvoir traquer chaque étape de la chaîne pour identifier où est-ce qu'il y a de la perte. Je vais vous donner des exemples, parce que là, je suis sur la théorie. Décomposer la chaîne de valeur. Tout business, globalement, il peut se décomposer sur ces 4 étapes-là. Alors, ça dépend. Encore une fois, je vous invite à faire le travail de vous poser la question comment je peux décomposer mon business. Mais tout business, la première chose qu'il doit faire, c'est du chiffre d'affaires. OK? Chiffre d'affaires. Ça, je ne connais pas un business qui n'a pas besoin de faire du chiffre d'affaires. Pour faire du chiffre d'affaires, on doit délivrer quelque chose. Alors, soit un produit, soit un service. On doit délivrer quelque chose. Pour délivrer cette prestation, on a besoin de clients. Et pour avoir des clients, on a besoin de prospects. Donc ça, en fait, c'est la chaîne qui est décomposée étape par étape. Et après, l'idée, ça va être de se dire, dans cette chaîne, aujourd'hui, une fois qu'on a identifié cette chaîne, où est-ce que j'ai ce que j'appelle des grincements, okay? Donc les grincements, c'est clairement, encore une fois, cette idée de machine de production. C'est que demain, vous avez une usine, boum, ça passe, les produits, ils passent, et il y a des machines qui grincent. Il y a des machines où il y a un problème, où il y a des machines où ce n'est pas fluide. Le but, ça va être, vous, en tant qu'entrepreneur, de regarder votre chaîne de valeur, prendre un peu de recul et de me dire, OK, où est-ce que du coup j'ai une problématique, où est-ce que j'ai un enjeu dans cette chaîne de valeur, cette chaîne de transformation. Donc c'est le troisième tip que je vais vous partager, c'est mettre en évidence du coup les grincements, les problématiques que vous pouvez avoir. Alors, qui pense ici qu'il a des grincements dans sa chaîne de valeur? Ouais, quasiment tout le monde. Moi aussi, on est tous dans ce cas-là. Alors, je vais essayer de vous donner des exemples de ce que je considère être un grincement. Alors, c'est une liste non exhaustive, mais c'est un exemple. Premier point, un truc que je déteste. Moi, j'ai un ennemi. J'en parlais du coup tout à l'heure avec nos 2 amis là, qui ont l'e-commerce sur la CBD. Je déteste la dépendance. Je déteste la dépendance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des entrepreneurs se lancent, c'est pour devenir indépendant. Okay, le terme, ça veut dire ne plus être dans la dépendance. Et au final, il y a plus de 80% des entrepreneurs qui se retrouvent dépendants quand ils lancent leur business. Donc, qu'est-ce que c'est la dépendance? En fait, la dépendance, ça veut dire, c'est quand on va dépendre. Alors, je reviendrai après à ce que j'explique en profondeur, mais c'est quand on va vraiment être dépendant de quelque chose, peu importe quoi. Ça veut dire une personne, un prestataire, une source de trafic,
un modèle de financement. Tout à l'heure, hier, on partageait du coup justement les limites du CPF. C'est bien de travailler avec le CPF, mais du coup, on est clairement en dépendance. Si demain le CPF, ça s'arrête, j'ai plus de business. Source de trafic, ça peut être aussi les marchés. Être sur qu'un seul marché, au final, ça veut dire que je mets tous mes œufs dans le même panier. Donc, clairement, on arrive dans de la dépendance. Donc, premier point, posez-vous la question, est-ce que j'ai de la dépendance dans mon business? Deuxième point, qui peut être un grincement, c'est des résultats qui sont non prévisibles ou fluctuants. Okay, moi, dès que je vois de la fluctuance, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça ne me va pas. Même si ça monte, c'est-à-dire dans les deux sens. Quand on a de la variation qui est imprévisible et qu'on a justement cette variation de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'à un moment donné, ce n'est pas un process qui est stable. Alors, comment on fait pour arriver sur un process stable? Il y a 3 points. Premier point, c'est de poser la question, est-ce que je maîtrise, est-ce que mon input dans mon système, il est stable? Typiquement, par exemple, si je fais de la vente, est-ce que la qualité de mes prospects, je la maîtrise? Ou est-ce que des fois, j'ai des bons prospects, le lendemain, j'ai des prospects qui ne sont pas bons? Est-ce que la volumétrie de prospects qui arrivent dans mon business, je la maîtrise? Ou alors, des fois, j'ai des pics de prospects et pendant 2 mois, j'ai plus de prospects? Deuxième point, c'est est-ce que mon process pour transformer un prospect en client, il est prouvé? Il fonctionne? Et enfin, le dernier point, c'est est-ce que les résultats qui sortent sont prévisibles? Et du coup, je peux compter dessus pour développer. Ça, c'est le deuxième point, les résultats non prévisibles. Et puis le troisième point, si aujourd'hui dans votre business, vous faites plus que 4 tâches différentes, 4 missions différentes, c'est qu'il y a un souci. Et ça, c'est humain, c'est impossible de faire du multitâche et d'être efficace. En tout cas, pour moi, j'arrive pas à le faire. Il y a peut-être des personnes qui arrivent à le faire. Moi, j'arrive pas à faire du marketing, du commercial, de l'administratif, de la comptabilité. C'est impossible. En tout cas, j'arrive pas. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous identifiez ce type de problématiques dans vos business? Si la réponse est oui, clairement, vous avez des grincements. Et la bonne nouvelle, parce que c'est une super bonne nouvelle, c'est qu'en éliminant ces grincements, vous allez casser des barrières. Donc moi, le problème que j'avais, encore une fois, je reviens sur mon histoire, c'est que, premier point, j'avais une dépendance au personal branding. Alors, je vais un petit peu tailler le personal branding. Désolé, Silouane. Alors, attention, parce que moi, j'adore le personal branding, j'en ai fait pendant longtemps, ça m'a permis de gagner beaucoup d'argent. Mais par contre, là où je mets un petit warning, c'est que le personal branding, c'est bien, mais c'est l'exemple parfait de la dépendance pour beaucoup d'entrepreneurs qui sont dedans. Qui voit de quoi je parle? Yes? Ok, dépendance au personal branding. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, moi, du coup, j'avais mon business de formation avec agence.com. Je faisais des stories, salut les gars, créez votre business, etc., des lives, des webinaires, etc. Mais clairement, je m'étais fait prendre à mon propre jeu, parce que si pendant 1 mois, je faisais pas de contenu sur les réseaux sociaux, j'avais plus de business. Donc clairement, ça c'est l'exemple parfait de la dépendance. On reviendra du coup sur l'exemple du personal branding juste après. J'essaierai de vous argumenter pourquoi je pense que le personal branding c'est quelque chose de très bien, mais il ne faut surtout pas être en dépendance. Deuxième point, j'avais pas de système prédictible pour faire du chiffre. C'est-à-dire qu'il y a plein de prospects qui arrivaient dans mon business en fonction du contenu que je faisais, mais j'avais aucune idée du chiffre d'affaires que j'allais faire sur le mois. Des fois, je faisais des mois à 400 000 euros, je cassais tous les scores, et des fois, je faisais des mois à 60 000 euros. Et des variations x2, x3, x4. Et enfin, j'avais pas de process clair et prédictible, limité. Donc j'étais limité sur le volume de clients. C'est-à-dire que j'avais aussi des bons problèmes. C'est quand j'arrivais à rentrer un max de clients, je me faisais déborder, j'arrivais pas à les délivrer. Qui se reconnaît dans une de ces problématiques? Ok, trop bien. Trop bien. Alors la bonne nouvelle, c'est que si on casse ça, on peut vraiment aller chercher max de perf. Donc je reviens aux tips sur la dépendance et je vais vous illustrer ça du coup avec le personal branding. Donc attention, je prends juste un exemple avec le personal branding, mais le raisonnement de la dépendance, il est applicable à toute typologie de dépendance. Donc si Louane ne m'en veut pas, s'il te plaît. Juste, voilà, l'idée c'est d'illustrer. Donc le personal branding est un excellent moyen de créer un lien de confiance avec ses prospects et clients et de développer son business de formation en ligne. Qui est d'accord avec ça? Ok, tout le monde. Et j'ai adoré les interventions hier. Encore une fois, je pense que c'est super puissant. Par contre, pour passer de 100 000 euros à 500 000 euros par mois avec votre business de formation, c'est impératif. Et ça, je suis très clair, c'est impossible pour moi de le faire si vous avez cette dépendance au personal branding. Donc, c'est impératif, si vous êtes dans un moment dans votre business où vous voulez scaler, de couper vraiment cette dépendance au personal branding. Alors, j'ai mis une photo de Théophile Hélier, que tout le monde connaît, qui cartonne en personal branding. Dépendance. Alors, la dépendance, la définition qu'on trouve sur Internet, c'est un rapport qui fait qu'une chose dépend d'une autre. Okay, rapport qui fait qu'une chose dépend d'une autre. Donc, comment je peux savoir s'il y a une dépendance dans mon business? Par exemple, sur le personal branding. La question, elle est simple, c'est de se poser la question, si je supprime tous les contenus liés à ma personne, ça veut dire mon compte Instagram, mes lives, mes vidéos, mes interventions, est-ce qu'il y a des nouveaux prospects qui rentrent chaque jour dans mon business? Premier point. Deuxième point, est-ce que je peux générer des ventes chaque jour? Si la réponse est non, je suis désolé de vous annoncer que vous êtes dépendant de votre personal branding.
Et il faut du coup mettre en place des solutions pour switcher là-dessus. Alors comment on fait pour ne plus être dépendant du personal branding? C'est la question que je me suis posée du coup il y a de ça 3 ans, quand j'avais du coup cette marque agence.com où on formait des personnes à lancer un business. Je me suis dit, je veux créer un business de formation sans personal branding. Et tout le monde m'a dit, c'est impossible. On m'a dit, mais non, tu sais, aux États-Unis, on nous explique que pour avoir un business de formation, il faut faire du personal branding, t'arriveras jamais, etc. Et donc j'ai pris le pari un peu fou de lancer une marque de formation en anglais qui s'appelle goodjob.fr, qui cartonne, sur lequel je me suis dit, je ne veux pas avoir de dépendance au personal branding. On a essayé une mécanique qui s'appelle, du coup, la mécanique, on a appelé ça, du coup, le modèle d'ambassadeur. Ça veut dire qu'on ne va pas travailler en dépendance de personal branding, on va avoir une marque, typiquement goodjob.fr, et on va avoir dans l'équipe différentes personnes, ce qu'on appelle des ambassadeurs. Donc, ce n'est pas des personnes qui vont représenter le business, mais c'est des personnes qui vont être des ambassadeurs de la marque. Et c'est légèrement différent. C'est légèrement différent. Pourquoi c'est différent, à votre avis? Yes? Beaucoup plus safe dans le temps, parce que du coup, si toi il t'arrive une couille, t'es baisé, alors que quand t'as plusieurs ambassadeurs, ils tournent quoi. Non mais en langage... Au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Carrément, je suis d'accord, ouais. À votre avis, c'est quoi les intérêts d'être sur un modèle comme ça, typiquement d'ambassadeur plutôt que de dépendance? C'est ce que je veux dire. En fait, c'est plus du personal branding, c'est du branding corporate. Et ça veut dire que tu disais, c'est plus de rentable. Parce que, en gros, si demain tu vends ce truc-là, tu vends entre guillemets les ambassadeurs qui vont avec. 100%. Et là, ce qui est magnifique avec ça, c'est qu'on est à la fois, tu as raison, on est à la fois en branding corporate, c'est-à-dire qu'on a un branding sur la marque, mais en même temps, on utilise le personal branding. OK? Parce que d'un côté, on communique, donc là, typiquement sur la marque goodjob.fr, la marque, elle est connue, elle a une valorisation, les gens, ils connaissent cette marque, mais en parallèle, on utilise le personal branding des ambassadeurs pour développer la marque. Alors, quelques avantages, du coup, à sortir de cette dépendance. Premier point, pouvoir toucher des audiences différentes en fonction de la cible. Il y a un truc, on n'en parle pas assez, ça, mais quand vous faites du contenu sur les réseaux sociaux, vous parlez à des personnes qui s'identifient à vous. Et donc ça, c'est bien, mais vous parlez uniquement à des personnes qui s'identifient à vous. Quand j'ai développé, du coup, mon business agence.com, je me rendais compte que j'avais que des personnes qui me ressemblaient dans le programme, tout le temps. Des personnes qui étaient jeunes, principalement des hommes, qui voulaient, du coup, développer un business, qui étaient là uniquement pour faire de la performance, mais je ne touchais pas, par exemple, les mères de famille qui peut-être auraient voulu lancer un business, tout simplement parce qu'elles ne s'identifiaient pas à moi. Donc clairement, premier bénéfice, pouvoir toucher des audiences différentes en fonction de la cible. Si j'ai 4 ambassadeurs dans mon business, je peux aller chercher 4 cibles. Ça, c'est ultra puissant. Deuxième point, chaque ambassadeur peut toucher une audience associée, donc c'est ce que je viens de dire. Plus d'axes marketing, donc je peux aller chercher des messages différents, donc ça veut dire plus de stabilité dans mon acquisition de prospects. J'ai pas de plafond de verre, puisque clairement, je peux scaler mes budgets publicitaires. On sait très bien que quand on peut scaler son budget publicitaire, on peut aller scaler son business. Donc ça, c'est une parade pour aller chercher du scaling qui est juste incroyable. Et surtout, le dernier point, c'est que le fondateur de la boîte se focalise sur la création de systèmes et pas sur du marketing ou de la vente. Parce que quand vous faites du personal branding, vous ne faites pas votre rôle d'entrepreneur. Vous ne faites pas votre rôle de fondateur d'entreprise. Vous vous occupez de vendre vos produits. Et ce n'est pas pareil. En tout cas, moi, ce n'est pas la définition que j'ai d'un chef d'entreprise. Donc, c'est être sur ton business et pas dans ton business. Ok, qui voit de quoi je parle? Sur ton business, dans ton business? Ok, cool. Valorisation, tu l'as dit. Valorisation d'entreprise. Marque vendable. C'est impossible ou très complexe, en tout cas, de vendre un business qui dépend de votre personal branding. Et nous, on a eu des propositions de rachat sur la marque que je vous ai partagée, goodjob.fr aujourd'hui. Clairement, l'investisseur, c'est la première question qu'il nous a posée. Il nous a dit comment vous acquérez des prospects. On lui a expliqué le modèle d'ambassadeur. Il m'a sorti cette phrase, il m'a dit « Ok, vous ne dépendez pas justement d'une personne ». Là, je me suis dit « C'est bon, je suis dans le vrai ». Parce que justement, on n'est pas dans cette dépendance. Donc, si vous voulez vendre votre business, valoriser votre boîte, clairement, c'est important de le faire. Qui veut vendre sa boîte ou valoriser sa boîte ici? Yes? Eh bien, clairement, je vous invite à mettre ça en place. Ok, 5e tips, j'enchaîne, c'est créer son usine de production. Donc, rendre votre boîte comme une usine d'Henry Ford. Je reviens sur cette définition et sur cette personne qui s'appelle Henry Ford. C'est clairement, du coup, justement, créer cette chaîne de production de chiffre d'affaires. Vous devez créer une machine chez vous qui génère du cash. Donc, moi, à la différence de beaucoup d'entrepreneurs, j'en parlais hier avec certaines personnes, je ne fais pas de tunnel de vente. On ne fait pas de tunnel de vente. Pourquoi? La réponse, elle est très simple. C'est que je suis convaincu que le marketing et la vente, c'est 2 systèmes différents avec leurs propres règles et des objectifs différents. Et un tunnel de vente, c'est clairement justement un mélange des deux. Et pour moi, c'est 2 méthodologies différentes. Et donc, on a des systèmes marketing, on a des systèmes de vente qui sont dissociés. Par contre, si les 2 sont alignés, alors là, on peut aller chercher un max de perf.
Donc nous, on a créé notre machine qu'on appelle la machine MSD. Donc ça, c'est vraiment notre sauce interne. Ça veut dire qu'on a 3 grands systèmes. On a notre système marketing. Donc on a une équipe de 6 personnes à temps plein qui s'occupent de gérer du coup l'aspect acquisition de prospects. L'objectif de ce service marketing, c'est pas de faire des landings, c'est pas de faire des tunnels de vente, c'est pas d'aller vendre des produits, c'est juste générer des prospects. C'est tout. Moi, mon équipe, je leur dis, les gars, vous devez générer un max de prospects, une volumétrie qui est stable, avec une qualité qui est stable, avec un prix qui est stable. Voilà. C'est ça leur objectif, c'est juste générer des prospects. Deuxième système, c'est du coup mon équipe commerciale qui va s'occuper de transformer ces prospects en clients. Donc c'est le système sales. Et puis on a la dernière équipe qui va s'occuper de transformer les clients en clients délivrés, en clients satisfaits. Okay ? Et dans ces systèmes, on a encore dissocié. Comme j'expliquais tout à l'heure, typiquement dans le process commercial, on a une équipe qui pose des rendez-vous, une équipe qui fait les rendez-vous. Dans le système marketing, c'est pareil. On a une équipe qui fait les créas, une équipe qui diffuse les créas. Et à chaque fois, dans chaque système, on va diviser en 2, en 3 sous-équipes. Chaque sous-équipe, on va la diviser encore une fois pour vraiment avoir une personne qui fait qu'un seul truc, mais qui le fait super bien. Ok, on a carrément... Alors ça, c'est... je vais faire une petite parenthèse. J'ai fait une intervention, du coup, dans une autre conférence au Web2 Connect, pour ceux qui connaissent. Et Jean-François, donc l'organisateur, m'a dit qu'il voyait beaucoup de personnes qui réussissaient dans le business de la formation en ligne, qui avaient des parcours, ou en tout cas un raisonnement scientifique. Okay. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le business en ligne, pour moi, c'est clairement des maths. C'est clairement des maths, c'est clairement des équations. Okay. Alors, je ne dis pas que si aujourd'hui, vous n'avez pas cette fibre mathématique, vous n'allez pas réussir. Au contraire, c'est une opportunité de développer. Par contre, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on raisonne tout le temps en équation. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay. Pourquoi, à votre avis, je raisonne en équation dans mon business? Qui ça ici? Yes? Parce que tu veux créer une machine prédictible. Ouais, machine prédictible, exactement. Donc, au final, tu transformes ton business en équation, donc en quelque chose de mathématique. Ouais. C'est factuel. C'est factuel, exactement. Il n'y a pas de paramètres sur lesquels tu ne maîtrises pas. Ouais. Parce que le business en tracking, c'est faire du casino. Attends, redis-moi, le Le business... business en tracking, sans chiffres, c'est parier. Ah oui, exactement. Faire du business, je ne sais pas si vous avez entendu, faire du business, du coup, sans prédictibilité, c'est jouer au casino. Exactement, je suis d'accord. Ouais. Oui, ça devient mesurable, et tout ce qui est mesurable est quantifiable. Ça devient mesurable, ça devient quantifiable. Vous avez tous raison. Et en fait, surtout, ça permet de comprendre quel indicateur dépend d'un autre. Ça, c'est hyper important. Alors, je vous montre ici, hop, coût par lead. Qui pense que le coût par lead, c'est important dans votre business? Tout le monde. Coût par lead, c'est une des métriques les plus importantes dans son business. Bah, le coût par lead, on a fait une équation, simplement pour le décomposer. Le coût par lead, c'est égal à 1000 divisé par CPM, fois taux de clic sur votre pub, fois taux de conversion. Bah, en fait, à quoi ça sert cette formule? Bah, ça permet simplement de comprendre que votre coût par lead, il dépend de 2 éléments, votre taux de clic et votre taux de conversion. Donc si vous avez un problème de coût par lead, bah, c'est simple, soit vous réglez votre taux de clic, soit vous réglez votre taux de conversion. C'est aussi simple que ça. Et raisonner du coup en équation comme ça permet simplement de simplifier les processus et comprendre du coup les dépendances dans votre business. On a carrément, alors je ne l'ai pas mis ici, créé la formule du chiffre d'affaires. Formule du chiffre d'affaires, c'est une formule qui fait 8 lignes et simplement on voit toutes enfin il y a une équation complète de chiffre d'affaires égale ça fois ça divisé par ça, multiplié par ça, etc. Et on arrive du coup à cette formule. Ok ? Donc ça, vraiment, je vous invite à réfléchir en mode mathématique pour prédire du coup votre business et à chercher de la performance. Ok ? 6e tips, avoir une machine à produire des leads. Donc ça, c'est hyper important d'avoir une machine qui produit des leads de manière constante dans votre business. Donc pour moi, produire un lead et faire du marketing en acquisition, c'est assez simple. C'est juste prendre quelqu'un qui est dans une situation actuelle. Je prends l'exemple de l'anglais, quelqu'un qui ne parle pas anglais, qui est nul en anglais. Lui faire une petite une stimulation, okay, donc ça veut dire un message très léger, stimulation marketing pour agiter sa situation actuelle. Donc l'idée, c'est le titiller un petit peu. Okay, donc nous, c'est typiquement son message publicitaire, c'est vous êtes nul en anglais, franchement, il faut que vous bougiez, etc. Et en fait, on va un petit peu agiter la personne, c'est tout. C'est fini. Ça veut dire que la personne, elle voit la pub, elle clique, elle met ses informations, c'est fini. Le funnel, il est fini. On a des funnels marketing très courts. Parce que le but du marketing, c'est juste prendre quelqu'un dans une situation actuelle et remuer un petit peu. En tout cas, c'est notre définition du marketing. Et après, c'est au commercial de prendre cette situation actuelle désirée et vraiment, du coup, de travailler sur « Ok, t'en es là aujourd'hui, tu vas aller là, ok, ça marche, tac, c'est quoi tes blocages ?» pour vraiment, du coup, construire justement le parcours avec lui. Ok ? Tips 7, productiser la livraison. Alors, j'en parlais hier avec toi, Julien, tu te rappelles? Tu m'as dit « Moi, je veux productiser mon agence ». Donc, qu'est-ce que tu entends, Julien, par productiser du coup du service ou productiser une agence, par exemple?
Le service l'onboarding et la sortie client. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi typiquement un business qu'on pourrait dire qu'il est productisé typiquement? Il y a de l'humain, mais c'est vraiment cadré. Depuis à l'intérieur. Ouais, je pense que Julien il a bien résumé, il a dit il y a de l'humain, mais c'est vraiment cadré. Ok? Parce que quand on fait du sur-mesure et que c'est pas cadré et que tout le monde est là dans un business, mais qu'il n'y a pas de règles, ben ça marche pas. Moi, je pensais, il y a de ça quelques années, quand j'ai pris mes premiers salariés, que le fait d'avoir une équipe, bah, ça allait tourner. Et j'ai recruté des gens, j'ai dit, les gars, allez gérer les clients, vous vous en occupez, moi je vous paye, je fais rien, ça va tourner. Qui pense que ça va marcher? Personne. Eh ben, vous avez raison, ça n'a pas du tout marché, parce qu'en fait, les gens, il faut leur mettre des process, et il faut vraiment, du coup, productiser aussi la livraison de vos produits et vos services. Alors, je vais juste vous montrer un petit exemple de process typiquement qu'on a sur les rendez-vous suivi clients sur la marque en question dont je vous parle, goodjob.fr. En fait, on a une trame avec des vidéos qui expliquent comment se passe un rendez-vous suivi, à quoi ça sert. Donc là, vous voyez, il y a marqué pendant le rendez-vous, demander au stagiaire son ressenti sur la formation, créer une activité du coup dans le CRM. S'il a réussi à être à 20-25% de sa formation, on lui met un rendez-vous la semaine pro. S'il n'a pas réussi, on lui met un rendez-vous dans 2 semaines. On challenge le stagiaire, on planifie une tâche SMS. Et vous voyez, en fait, à chaque fois, chaque rendez-vous, chaque typologie de produit, elle est documentée, elle est processisée, elle est imagée pour qu'en fait, n'importe quelle personne, et ça, c'est vraiment le truc que vous devez retenir, c'est que n'importe quelle personne peut travailler dans mon business. Et hier, je parlais à certaines personnes qui me disent « Mais ah ouais, t'es en Savoie, ça doit être compliqué pour recruter, comment tu fais, il n'y a personne là-bas, etc. » Moi, je dis « C'est trop cool, c'est trop bien. C'est-à-dire, je peux prendre n'importe qui, justement. » Et ça, c'est une force, parce que quand vous pouvez les recruter n'importe qui, et bien là, vous avez tout gagné. Donc vraiment, processiser, comme l'a dit Julien, vraiment essayer de documenter, étape par étape, tous les éléments, tout le process qui va permettre du coup de délivrer un service, tout comme vous le faites sur le marketing, tout comme vous le faites sur du coup la partie commerciale. Qui aujourd'hui a un process de livraison ultra fluide, ultra clair, ultra limpide. Ouais, quelques personnes. Trop bien, bravo les gars. Les autres, au boulot. Je vous invite vraiment à travailler là-dessus parce que ça va être un game changer pour votre business. Ok, 8e tips, l'agilité de la barque, la force du paquebot. Ok, qui voit de quoi je parle? Yes, certaines personnes, à ton avis, je fais référence à quoi du coup? Ouais, vas-y. On en avait parlé hier, donc... Ah, tu triches. Vas-y, je passe à une autre personne. Yes. C'était toi qui avais levé la main, non? Ouais. La barque, ça va être pour aller vite et pouvoir itérer, tester, faire des trucs très bien, mais pourtant avec une force de frappe derrière qui te permet de ne pas faire de petits tests trop nuls. Exactement. Gérald, vous vous rappelez, hier, il a pris l'exemple du Titanic. Je ne sais pas si c'était Gérald ou peut-être une autre personne. Non, c'est pas toi, Gérald? C'était toi? Non? Qui c'est? Je sais plus. Il y a une personne qui a pris l'exemple du Titanic qui disait que, en fait, quand il y a eu le problème avec l'iceberg, en fait, le pilote, il a tourné du coup la... Alors, j'ai plus le nom, là, le truc là, qui permet de... Gouvernail. Il a tourné le gouvernail, sauf qu'en fait, il n'avait pas compris qu'il y avait 10 minutes de délai entre le moment où il tournait le gouvernail et où vraiment le bateau il commençait à tourner. Pourtant, c'est un paquebot, c'est ultra puissant, le Titanic. Vous vous rendez compte la puissance que ça transporte des milliers de personnes, ça a une énergie de fou. Par contre, c'est en incapacité de faire un virage. Bah ça, c'est clairement, du coup, l'exemple parfait d'un paquebot et dans un business. Quand on grossit son business, bah on devient un paquebot. C'est-à-dire quand on doit prendre des virages, quand on doit s'adapter au marché, bah c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut réussir à avoir la force d'un paquebot avec l'agilité de la barque. C'est-à-dire quand on est dans une barque, on fait un 90 degrés, boum, il n'y a pas de problème. Un paquebot, il ne peut pas faire un 90 degrés. Okay, et comment j'ai pris conscience de ce tips? Tout simplement parce que c'est Meta, l'entreprise Meta, qui m'a fait comprendre ça. Donc comme je vous disais, on est assez proche de Meta. J'ai eu l'occasion, là, il y a ça 1 mois, de rencontrer du coup Anne O'Leary, qui est la vice-présidente de Meta, c'est numéro 2 de Mark Zuckerberg. Donc beaucoup de gratitude pour ça. Et en fait, lors de cette réunion, ce que Meta a partagé, c'est qu'en fait, en 6 mois, ils ont investi 34 milliards de dollars sur l'IA. Ils ont réaffecté 35% des métiers dans leur boîte sur des nouveaux métiers. Et ils ont coupé 25% de postes. Et là, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, attends, je ne comprends pas. Comment une boîte comme Meta, qui fait partie du coup des GAFA, c'est-à-dire que c'est des boîtes qui sont plus puissantes que certains États entiers, ils arrivent à faire des virages aussi rapides sur des nouveaux marchés, alors que c'est des paquebots énormes.
Et ça, clairement, c'est ultra, ultra important. Ça veut dire comment vous allez pouvoir prendre les virages avant tout le monde, même si vous scalez. Ça, c'est ultra important. Et encore une fois, une entreprise comme Meta le fait, c'est pas pour rien. Et je pense que Meta, à mon avis, ils vont reprendre beaucoup, beaucoup de croissance dans les prochaines années. J'ai racheté à mort des actions de Meta quand j'ai entendu ça. J'ai dit, putain, ça va casser le game. Parce qu'ils arrivent à s'adapter alors que c'est les leaders de leur marché et qui sont du coup plusieurs dizaines de milliers de salariés. Ok, un petit exemple. Comment du coup on fait pour appliquer justement les nouveautés dans son business? Alors, William, il nous en a parlé hier avec Magneto. C'est un exemple parfait. Typiquement, quand vous entendez des opportunités comme ça, moi j'ai dit à William, je vais essayer direct. Je vais essayer direct. Il n'y a même pas de sujet de dire « Ah ouais, mais peut-être que du coup, au final, ça ne va pas bien se passer, peut-être que c'est pas optimisé. » Non, je teste, je prends. Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, mais je prends parce que si ça marche, je serai le premier à le mettre en place. Et ça, c'est toujours ce raisonnement. Et là, aujourd'hui, on parle tous de l'IA. L'IA, c'est cool, ChatGPT, etc. La question, c'est pas ça. La question, c'est comment j'utilise l'IA dans mes rouages de mon business pour aller gratter 2%, 5%, 7%. Et aujourd'hui, l'IA peut s'appliquer en marketing, en commercial et en délivrabilité. Un petit exemple, nous, l'IA, de ce qu'on met en place sur le setting. 2 choses. Première chose, c'est tout simplement les conversations WhatsApp. À chaque fois qu'on a quelqu'un qui fait un lead, qui s'inscrit chez nous, fait une demande, automatiquement, il y a une conversation WhatsApp qui se lance avec le lead. Donc, c'est du setting automatisé par IA. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui lui parlait à la personne, sauf qu'en fait, c'est une IA derrière qui discute. Ok, un petit exemple ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Du coup, Mina de Good Job qui envoie un petit message WhatsApp quelques minutes après la demande qui a été faite. Même si la demande elle est faite à 22h, à 22h05, il y a un message qui part WhatsApp au prospect. Salut, c'est Mina. Je viens de voir que tu as fait une demande pour te former en anglais. C'est plutôt dans un objectif perso ou pro? Alors, on engage la conversation. Pourquoi tu veux te former en anglais? Et là, ça discute, clac, 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 clac. Et en fait, l'IA, elle va réussir à poser un rendez-vous de manière complètement automatique. Donc ça, exemple parfait de comment on peut utiliser l'IA du coup dans une machine, dans un système, dans son business. Deuxième chose qu'on va lancer du coup lundi, alors je vous le montre un peu en avant-première, c'est une IA au téléphone. Alors ça, c'est juste incroyable. C'est carrément en fait une IA qui va appeler le prospect pour lui proposer un rendez-vous. Ok? Une IA qui va appeler le prospect pour poser un rendez-vous. Quand on m'a dit ça, j'ai dit c'est pas possible. C'est impossible. Comment ça, il va appeler le prospect? Et donc j'ai fait un test, c'était hier, j'ai filmé mon téléphone, je vais vous montrer comme c'est incroyable. Encore une fois, c'est le début de l'IA. Donc nous, on est déjà dessus parce qu'on veut vraiment avoir une longueur d'avance. Mais autant vous dire que quand vous allez voir la vidéo, quand j'ai vécu cette expérience, je me suis dit, ok, dans 1 an et demi, il n'y a plus de closer. Clairement. Dans 1 an et demi, il n'y a plus de commerciaux, il n'y a plus de closer. Parce que c'est une IA qui va vendre des produits à notre place. Ok, qui a envie de voir la vidéo? Yes? Ok. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre le son, parce que je ne sais pas si je suis connecté du coup sur les enceintes. D'accord, c'est noté. Et avez-vous des critères spécifiques en termes d'équipement ou d'aménagement que vous recherchez? Par exemple, un garage, un jardin ou des équipements particuliers? Si je peux avoir une terrasse, ce serait vraiment chouette. Très bien, une terrasse serait idéale. Y a-t-il d'autres critères importants pour vous, comme par exemple un quartier ou des commodités spécifiques? Dans le centre de Chambéry, ce serait top. D'accord, donc vous recherchez un logement de 3 chambres et une salle de bain avec une terrasse située dans le centre-ville de Chambéry. Est-ce que j'ai bien compris vos critères? Exactement, c'est totalement ça. Parfait, j'ai bien noté tous vos critères. Maintenant, déjà, pouvez-vous me dire quel serait votre budget maximum pour la location de ce type de bien? Entre 1000 et 2000 euros par mois. Très bien, un budget entre 1000 et 2000 euros par mois pour... Ok? Vous avez vu comme c'est incroyable? Qui trouve ça incroyable? Yes. Dinguerie, hein? Dinguerie. Quand j'étais au téléphone, je rigolais. J'étais choqué. Je disais, mais c'est pas possible. C'était pas possible. Et je vous invite, franchement, ceux qui veulent, on peut faire l'exercice parce que du coup, on est connecté en API avec une IA là, pour envoyer sur votre téléphone. Je vous jure, quand vous avez cette sensation, vous dites là, il y a un truc qui se passe. Et on a la chance, encore une fois, d'être en 2024. On est au début de ça. Et ceux qui vont l'appliquer dans leur business, ils vont éclater le game. Là, en fait, vous vous rendez compte que moi, j'ai 40 commerciaux en CDI, 40 personnes en CDI, et que là, potentiellement, on est en train de me dire, Emmanuel, tu vois, dans 1 an et demi, bah, peut-être qu'au final, il y aura plus ce poste-là. Très clairement, c'est ça que ça veut dire. Moi, c'est ça que je lis quand j'entends cette vidéo. Je me dis, attends, il y a des personnes qui vont être en capacité de traiter 500, 1000, 1500, 2000, 2500 appels par minute. Par minute. Pour poser des rendez-vous. Imaginez comment on peut scale. Imaginez comment on peut scale avec ce type de mécanique. Donc vraiment, encore une fois, le mindset de dire comment je vais aller chercher
des optimisations, des nouvelles choses dans mon business à des endroits spécifiques. Donc là, très clairement, on travaille que sur le setting. On s'est dit, l'IA, aujourd'hui, c'est le début. Moi, je ne pense pas que l'IA est capable de vendre pour l'instant, mais par contre, je pense qu'elle est capable de poser un rendez-vous. Bah, on applique l'IA dans la prise de rendez-vous, tout simplement. Qui trouve que c'est une dinguerie? Ok. Allez, tips, on arrive sur la fin. Rendre votre boîte irrésistible. Okay, on parle beaucoup d'offres irrésistibles. Comment créer une offre irrésistible? Et moi, je veux renverser le truc. Comment créer une boîte irrésistible pour attirer du coup des personnes qui sont incroyables, des A-players, comme on dit, dans votre business? Premier point, développer une marque employeur forte. Qui voit de quoi je parle, marque employeur? Vous avez déjà entendu ce terme? Yes? Ok, marque employeur, c'est simplement communiquer auprès de sa marque, mais pour les employés, pour les salariés, pour les collaborateurs. Je ne vais pas parler de ma boîte aux prospects, je vais parler de ma boîte aux potentiels collaborateurs pour leur vendre ma boîte. Très clairement, c'est comme du marketing, mais au lieu de viser des prospects, je vise des collaborateurs. Ok, Welcome to the Jungle, qui est un site vachement connu pour ça. Hein, on retrouve du coup la page de notre boîte avec du coup les avantages de nous rejoindre. Justement, on retrouve tout l'univers de Devola Group. On retrouve justement la culture d'entreprise, à quoi ça sert, l'histoire du groupe, quelles sont du coup les valeurs de l'entreprise, etc. Et en fait, là, très clairement, en développant ma marque employeur, au final, je capitalise sur ma boîte, je valorise ma boîte, ça me permet d'attirer des A-players. Et du coup, clairement, c'est un game changer pour mon scaling. Okay, culture d'entreprise, marque employeur, je vous invite vraiment à le mettre en place, même si vous avez une petite équipe. Encore une fois, moi, je me suis rendu compte de ça trop tard. J'ai attendu d'avoir 70 personnes pour me dire « Putain, ce serait bien quand même de mettre une marque employeur. » Mettez-le en place directement, c'est aussi important que votre marketing. Qui pense que c'est aussi important que son marketing? Yes? Ok, quasi tout le monde. Donc vraiment, mettez-le en place, cette marque employeur, pour aller chercher du coup plus de personnes. Alors l'intérêt de la marque employeur, il y en a plein. Le premier, c'est attirer les talents, retenir les employés, améliorer la productivité et l'engagement, parce que quand on a une marque employeur, on donne du sens à ses collaborateurs, et renforcer l'image de l'entreprise. Vraiment, marque employeur, hyper important. Deuxième point, deuxième tips, utilisez le marketing digital pour recruter. Hein? Qui utilise le marketing digital pour attirer des clients aujourd'hui? Tout le monde. Qui utilise le marketing digital pour recruter? Une personne. Les gars, c'est pareil. Allez chercher des leads pour recruter, allez chercher des A-players. On a même fait un webinaire pour recruter, ça a cartonné. Okay, même fait un webinaire pour recruter. Vous avez l'LP là. Commerciaux, comment générer 3 000 € de salaire mensuel, non pas en entrepreneur, mais en CDI. Eh ben, je peux vous assurer qu'il y a énormément de personnes qui sont réceptifs à ce type de message. Tout le monde ne veut pas être entrepreneur. Les gens, ils veulent être salariés. Donc, attirez-les dans votre business. Okay, on a fait une ads, carrément, je vais vous la montrer, elle dure 40 secondes. Une ads pour recruter des commerciaux. Okay, une ads pour recruter des commerciaux. Je vais la mettre pour que vous puissiez voir du coup un petit peu à quoi ça ressemble. Vous êtes commercial. Vous avez une expérience dans la vente. Vous cherchez une entreprise en croissance et souhaitez générer un salaire important. Le groupe Devola recrute des commerciaux motivés et organise un webinaire exclusif dans lequel vous découvrirez comment des dizaines de commerciaux de cette entreprise arrivent à générer un salaire de plus de 3 000 € par mois de manière sédentaire et sans la moindre prospection. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette entreprise et les opportunités qu'elle propose, inscrivez-vous dès maintenant dans votre prochain webinaire recrutement en cliquant sur le lien afin de sécuriser votre place. Je peux vous assurer que quand il y a une vidéo comme ça qui tourne dans la région tous les jours, tout le monde parle de vous et automatiquement vous attirez les meilleurs profils. Très clairement. Vraiment, mettez en place tout ce que vous savez faire sur le marketing digital. Mettez-le en place pour attirer des talents. Hyper important. Troisième tip pour la marque employeur, transformez votre entreprise en une entreprise à mission. Qui a déjà entendu ce terme, entreprise à mission? Pas mal de personnes. Ok, cool. Cool, trop bien. Entreprise à mission, donnez du sens à votre boîte. Votre boîte, elle ne peut pas être là que pour gagner de l'argent. C'est impossible. Votre boîte, elle ne peut pas être là que pour gagner de l'argent. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé dans notre groupe un fonds de dotation. Qui a déjà entendu parler de ça, un fonds de dotation? Yes, de personnes. C'est un peu comme une fondation. En fait, c'est une structure à but non lucratif qui est là pour aider les personnes à se réinclure professionnellement. Okay? Une structure à but non lucratif qui est là pour aider les personnes à se réinclure professionnellement. Dès que j'ai créé ce fonds de dotation, dès que j'ai pris ce virage de donner du sens, c'est-à-dire avoir une entreprise qui a du sens et qui est là pas juste pour faire de l'argent, qui a des vraies valeurs, automatiquement,
ce qui s'est passé, c'est que tous les politiques qui sont venus me voir, hein, là vous avez les photos avec la ministre du numérique qui est venue nous voir dans nos locaux, Marina Ferrari. J'ai été reçu du coup au ministère des Armées du coup par la ministre de la Jeunesse. Également du coup avec Prisca Thévenot qui est porte-parole du gouvernement. Automatiquement les gens ils s'intéressent à vous. Okay, automatiquement les gens ils s'intéressent à vous parce que vous êtes là pour une cause. Ok, vous êtes là pour une cause, pas juste pour gagner de l'argent, vous êtes là pour apporter quelque chose vraiment pour les gens. Donc posez-vous cette question, vraiment, ça je vous invite à le faire, encore une fois, je m'en suis rendu compte trop tard. Comment ma boîte, elle peut avoir du sens, comment ma boîte, elle peut avoir une mission qui va au-delà du coup de l'aspect financier. Qui voit de quoi je parle? Yes? Allez les gars, comment je peux le mettre en place? Réfléchissez du coup de votre côté. Surtout qu'il y a énormément de belles boîtes. Moi j'ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont des business ultra intéressants. Comment je peux faire pour apporter de la mission, du sens vraiment à mon business pour du coup renforcer cette culture employeur? Et nous on a été encore plus loin. On recrute en moyenne 20-25 alternants par an. Et carrément ce qu'on a décidé de faire, c'est créer à partir de la rentrée, ça va arriver, la Devola Academy. Donc là, c'est une classe dans une école qui s'appelle la Devola Academy. Il y a 15 alternants et ils vont suivre un parcours dédié pour après rentrer chez nous. Okay, en fait, c'est une classe d'alternants qui vont être formés à nos méthodologies, à notre façon de faire et qui par la suite vont rentrer du coup en setters et en commerciaux chez nous. Donc, en fait, on va former nos prochains alternants et ça en marque employeur. Ben, on envoie du coup une valeur en disant nous on va vous prendre de l'alternance, on va vous rentrer chez nous, on va vous faire du coup tout un journey, tout un parcours dans notre entreprise. Ok, donc quelques tips ici que je vous ai partagés pour booster votre culture d'entreprise, votre marque employeur. Ok, donc vous allez me dire, ok Manu c'est cool ton modèle, etc. Je comprends, mais est-ce que le fait de décomposer comme ça son business en système, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne réellement? Et je reviens du coup à cette image, hein, vous vous rappelez tout à l'heure de moi à Dubaï en février du coup 2022 où je me suis retrouvé du coup bloqué dans un lit d'hôpital et là je peux vous garantir que c'est le meilleur crash test pour savoir est-ce que votre boîte elle tourne sans vous. Le meilleur crash test pour savoir si votre boîte elle tourne sans vous. Qui pense que ma boîte elle a tourné sans moi pendant 1 mois? Yes, quasi tout le monde. Carrément. Et c'est là que je me suis dit yes, ça fonctionne. Non seulement elle a tourné mais on a tapé les records puisque encore une fois je vous parlais de la marque goodjob.fr, on a été chercher plus de 100 000 € en un jour, c'est le record de chiffre d'affaires qu'on a fait dans la boîte. Plus de 100 000 € en un jour, et c'était le 16 février 2022. Et je peux vous garantir que cette sensation de me dire ma boîte, elle cartonne, elle est en train de taper des records, alors que je suis à l'autre bout du monde dans un lit d'hôpital, bah, c'est une gratitude qui est juste incroyable, et je vous invite vraiment à aller chercher ce type de résultat. Cette méthodologie, on l'applique dans aujourd'hui plus de 8 business, dans des secteurs différents, notamment Leads.fr. Alors c'est marrant, hier je parlais avec une personne, et je lui disais que du coup j'avais créé l'entreprise Leads.fr, il me dit mais je travaille avec Leads.fr. Je dis, mais comment ça? Il me dit, ouais, je travaille avec Leads.fr. Il me dit, mais c'est toi Leads.fr? Je dis, ouais, c'est ma boîte. Et en fait, exemple parfait de couper la dépendance au personnel. C'est quelqu'un qui travaille avec moi, enfin avec mon entreprise. Il ne sait même pas que du coup, c'est moi le fondateur de l'entreprise. Okay, Leads.fr, on fait du coup un chiffre d'affaires de 5 millions par an. On a lancé notre première activité. Du coup, on a direct été chercher ce type de résultats. Pourquoi? Pas parce qu'on est ultra intelligent, parce qu'on est novateur, juste parce qu'on utilise des process, des méthodes prouvées qui fonctionnent. Donc ça marche dans le marché du B2B. Ça marche dans le marché du B2C, avec justement cette marque goodjob.fr. Ça marche dans différents marchés dans la formation, dans l'anglais. Ça marche du coup dans le marketing digital. Là, on a lancé une nouvelle marque qui s'appelle Talos, qui fait du coup du bilan de compétences. Ça marche sur plein de marchés et ça marche même dans des business physiques. Ça marche même dans des business physiques. C'est la question que je me suis posée. Je me dis, est-ce que cette méthodologie de scaling MSD et tout ce qu'on a vu, ça marche dans des business physiques? Ça cartonne. On a ouvert, du coup, il y a de ça 2 ans, on a ouvert un magasin de cuisine, rien à voir, okay, à Amancy, c'est à 30 minutes d'Annecy à peu près, pour ceux qui voient. 86% des ventes proviennent du chiffre d'affaires. On a fait 1 200 000 € la première année de lancement. Parce que, justement, on utilise le marketing digital pour attirer dans un business physique. Personne ne le fait. Personne ne le fait. La cuisine, c'est un des secteurs les plus concurrentiels qui existent. Je ne sais pas si vous voyez, des fois, vous arrivez dans un centre commercial, vous garez votre voiture, il y a 5 magasins de cuisine. Qui voit de quoi je parle? Yes, ultra concurrentiel. Par contre, quand on utilise des méthodologies différentes, on arrive à se hisser en première place par rapport aux autres acteurs de la cuisine de la région sur un premier mois d'activité. Encore une fois, pourquoi je vous montre tout ça? C'est pas pour attirer l'attention sur moi, c'est pour vous donner des proofs. Je l'ai prouvé, ça fonctionne. Ça marche sur tous les business. Et on a même ouvert en 2021 un magasin, donc qui connaît la chaîne U,
Qui a déjà entendu parler de U? Yes, on a ouvert les premiers magasins U à Genève, donc ça c'est un investissement que je fais. Et on utilise le marketing digital pour faire venir des gens acheter des légumes et des fruits. Vous voyez comme c'est puissant? On peut l'utiliser sur n'importe quel business et du coup ça vous permet de diversifier votre activité et tout simplement limiter votre risque. Et surtout, alors moi ma plus belle victoire, ce que j'adore dans mon parcours et dans toute cette histoire, toutes ces clés de business, c'est que vous allez vivre une expérience humaine incroyable. Ok? Expérience humaine. Qui des fois se sent seul un petit peu dans son business? Yes? Quelques personnes, il y a des masterminds comme ça qui permettent du coup de se retrouver, une énergie de fou, mais avoir une équipe, c'est un sentiment juste incroyable. Là, vous avez quelques photos du coup de mon équipe, avec mes managers. Ici, du coup, on a toute l'équipe de développeurs, les commerciaux. Okay, on fait des séminaires. C'est juste une énorme famille au final, et c'est un sentiment de gratitude qui est juste fou. Donc, peu importe le secteur d'activité, formation, finance, IMO ou autre, on n'a pas de limite parce qu'on utilise ces méthodologies, ces tips que je vous ai donnés du coup aujourd'hui. Assez parlé de moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est que feriez-vous si vous aviez un business qui travaille tous les jours pour vous? Okay, c'est la question que je vous pose, mais je vais aller un peu plus loin dans la question. Ça veut dire sans aucune dépendance, premièrement, basé sur des systèmes autonomes, de manière ultra prédictible, sans devoir toute la journée faire des stories, faire du contenu. Okay, que feriez-vous? C'est la question que je vous pose. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez justement couper cette dépendance et du coup avoir justement ce business qui travaille pour vous? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent répondre peut-être? Non, vous ferez rien? Vous dormirez chez vous? Yes? Je me concentrerai sur investir mon argent. Yes, carrément. Carrément, investir son argent. Tu deviendrais peut-être plus investisseur qu'entrepreneur. Et pour moi, c'est clairement, je trouve qu'il a tout résumé, c'est en fait, vous faites ce que vous voulez au final. Investir, profiter, continuer à développer parce que vous avez coupé la dépendance avec votre business. Ok, qui veut le petit plan d'action à suivre que je vous ai préparé, un peu récap, qui reprend les tips qu'on a vus? Yes, go. Allez, donc 8 tips que je vous ai partagés, pardon. 8 tips. Premier, rappelez-vous, raisonnement système. Donc là, il faut que je change mon mindset. Je change mon mindset de dire mon business, c'est un système. Ok, tips 1, changer son mindset. Deuxième tips, décomposer ma chaîne de valeur. Prenez votre business, découpez-le en plein d'étapes. Plus vous pouvez découper des étapes, mieux c'est. Troisième tips, rappelez-vous, mettre en évidence mes grincements. Okay, est-ce que j'ai de la dépendance? Est-ce qu'il y a des résultats qui fluctuent? Est-ce que je peux prédire mes chiffres? Tips 4, listez toutes les dépendances de votre business. Est-ce que je dépends d'une source de trafic? Est-ce que je dépends d'une personne dans mon business? Est-ce que je dépends d'un produit? Est-ce que je dépends d'un financement? On en parlait hier avec le CPF. Tips 5, créez votre usine de production. Documentez chaque étape du process de livraison. Et ça, je sais que Julien, tu vas travailler dessus. Peut-être ça peut être intéressant de le faire avec Julien, voir comment il va faire. Hyper intéressant. Tips 6, générer des leads de manière stable. Générer des leads de manière stable, en coût, volume, qualité. Productiser sa livraison et rappelez-vous surtout de ce tips 8, comment je peux prendre les virages avant tout le monde et du coup être en avance sur tout le monde. Merci en tout cas d'avoir suivi cette intervention. J'espère que je vous ai donné un max de valeur. Pour ceux qui souhaitent, bien sûr, je serai disponible jusqu'à dimanche. Donc s'il y a des personnes qui veulent échanger avec moi, c'est avec grand plaisir. J'ai pas mis mon Insta, je crois, je voulais vous le partager. Hop, je l'ai peut-être mis à un autre endroit de la presse. Pour ceux qui souhaitent du coup me suivre, j'essaye de partager un max de tips sur le scaling. Hop, il est là, Emmanuel.Namer. Allez-y, et puis merci en tout cas. Ouais, s'il y a des questions. Je sais pas, niveau timing, Gérald, si j'ai pas... Merci en tout cas Emmanuel pour la présentation, vraiment chapeau, très intéressante, qui a pris pas mal de grosses barres. Une question du coup liée à ton système qui permet au final de ne plus être dépendant. Est-ce qu'il permet à la boîte, imaginons que tu sois resté 1 an sur ce lit d'hôpital, est-ce que ta boîte, certes, elle aurait pu être maintenue, mais est-ce que sans toi, elle aurait pu grossir? C'est une bonne question. Je sais pas si j'ai le micro, je vais parler un peu fort, sinon en fait... Là, j'ai parlé vraiment de la partie système, mais aujourd'hui, on a aussi des architectes, ce qu'on appelle des architectes système. En fait, c'est des personnes qui vont
on a une personne, nous, à temps plein, tu vois, son travail aujourd'hui, et ça c'est assez récent, parce que du coup c'est exactement la question que je me suis posée, c'est justement de travailler sur la stratégie et de mettre à jour ces systèmes. Et on va dire jusqu'à il y a encore 1 an, c'était moi quand même qui était derrière justement à dire on va optimiser ça, on va optimiser ça. Mais aujourd'hui, mon gros challenge, et j'ai pas encore réussi à 100%, mais c'est vraiment du coup de, comme tu dis, faire de la croissance, aller sur des nouveaux marchés, se développer, sans forcément que j'ai besoin d'être là. Et ça, c'est le next step, c'est mon challenge actuel, notamment avec la reprise d'entreprise, parce que moi, la suite pour moi, c'est d'aller chercher plutôt à racheter des boîtes et à appliquer ce process dans les boîtes qu'on reprendrait. Et la question, c'est comment je peux créer un process qui crée des process, un peu au final. C'est ça. Aujourd'hui, du coup, tu scales sur tes business, mais tu en fais également du coup de nouveaux. C'est quoi ton agenda type, à peu près sur une semaine? Qu'est-ce que tu fais à peu près chaque semaine? Yes, super pertinent comme question. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de piloter mes managers, mes top leads en fait, mes responsables, mes directeurs, en fonction de l'organisation de chaque boîte. À chaque fois, je vais avoir un process où en fait, chaque responsable, chaque manager, chaque directeur, je vais le recevoir du coup dans ce qu'on appelle un weekly. En fait, c'est un point hebdomadaire pendant 30 minutes où je vais du coup review sa semaine, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait du coup cette semaine, où est-ce qu'on en est niveau chiffres, etc. Et répondre du coup à ces enjeux, ces problématiques. Donc vraiment, mon temps, c'est 70%, 80% du coup des points, de l'échange avec ma direction, avec mes managers. Mais aujourd'hui, je suis face à une nouvelle problématique parce qu'aujourd'hui, j'ai 13 managers en direct, j'ai 13 j'ai 13 personnes qui chapeautent et du coup, je me retrouve sur book. En fait, il va falloir que je mette encore c'est un peu lié à la question du coup de tout à l'heure, c'est en gros, il va falloir que je mette quelqu'un vraiment qui chapeaute les managers. Ou peut-être même 2 personnes qui chapeautent les managers pour vraiment que moi, je réfère qu'à 2 personnes. Sachant qu'on dit souvent qu'au-delà d'une équipe de 10 personnes, vous ne pouvez pas être performant. Donc en fait, si tu as plus de 10 personnes dans ta team, tu es obligé à un moment donné de référer à moins de personnes, sinon tu n'es pas performant. Ok, merci. Et du coup, sur les autres projets, tu fais ça comment du coup? T'as un associé ou non, tu es encore une fois 100% tout seul? Alors, je ne sais pas si j'ai mis une photo du... Non, je crois pas que j'ai mis une photo de notre groupe. Je vais peut-être essayer de... Ah mais non, je suis le mauvais ordi. Ouais, en gros, parce que j'ai une photo de l'organigramme du groupe, mais en fait, on a 8 boîtes aujourd'hui dans le groupe. Et sur les 8 boîtes, du coup, nous, on est associé unique, enfin, le groupe est associé unique sur 5 boîtes. Et on a pris des parts, du coup, dans 3 boîtes. Donc, en fait, c'est la prise de part, tu vois, qu'on a fait pour le coup. Mais je me rends compte que la prise de part, on parlait de dépendance tout à l'heure, c'est pas un modèle qui me correspond. Parce qu'au final, tu dépends de quelqu'un d'autre, d'un fondateur, d'un associé. Alors, si ça se passe bien, c'est top. Mais si ça se passe pas bien, c'est pas top. Typiquement, exemple parfait avec le magasin de cuisine. Nous, on a apporté notre savoir-faire en scaling, mais au final, la dirigeante de la boîte, parce qu'on est associé sur ce projet-là, elle en fait qu'à sa tête, elle comprend pas ce que c'est le marketing digital, donc au final, on est bloqué. Donc je pars plutôt sur du rachat d'entreprise dans l'idée, tu vois, que sur de la prise de participation. Ouais. Alors, merci déjà pour toute la valeur, le contenu. Et à l'heure où tout le monde travaille en full remote et se barre à Dubaï, dans le déplaise de Dubaïot, qu'est-ce qui fait que toi, tu t'implantes solidement justement ici avec des gens en CDI? C'est quoi l'intérêt de tes entreprises là-dedans en fait? Le fait de créer des structures justement et de prendre des gens où on sait effectivement que les masses salariales en CDI en France, ça a un coût. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es inscrit dans cette stratégie-là plutôt que de tout travailler en full remote? Ouais. C'est intéressant ta question, il y a 2 choses. Il y a le remote et il y a le CDI, le modèle de travail. Alors, je parlais de dépendance de coûts. C'est vrai que je vais répondre déjà à la première question sur le côté CDI. Prendre des personnes en CDI, on dit en France ça coûte cher, il y a des charges. Qui a déjà entendu ça? Ok, on est bloqué, yes, ouais, tout ça. En fait, moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, ouais, quand tu as des salariés, tu dépends de tes salariés, si tu as une baisse d'activité, etc. Mais c'est l'inverse quand tu travailles avec des freelances, des prestataires. Est-ce que vous ne pensez pas que vous dépendez d'eux un peu? Si un jour ils arrêtent de travailler, s'ils partent sur un autre client, s'ils n'ont pas envie de se lever un matin, qui a déjà été face à ce type de problématique de dépendance avec des prestataires? Ok. En coût, c'est pareil. Est-ce que finalement un freelance, ça coûte moins cher qu'un salarié? Qui pense qu'un freelance, ça coûte moins cher qu'un salarié? 1 personne? 2 personnes? Ça coûte pas moins cher, ça coûte plus cher. Ok, j'en parlais hier, parce que moi, j'ai jamais travaillé avec des closers externes, avec des prestataires indépendants. Franchement, je sais pas, je vous pose vraiment la question. C'est quoi, du coup, une commission moyenne d'un closer, typiquement, qui va vendre, je sais pas, un programme, par exemple, en ligne vous allez lui donner combien en moyenne, s'il y a des personnes qui travaillent avec des closers? Entre 8 et 20%. Entre 10 et 20%.
Nous, nos plans de REM, je vous le partage pour quelqu'un en CDI, de 20 000 à 30 000 de chiffre, c'est 3%. De 30 000 à 40 000, c'est 4%. Au-delà de 50 000, c'est 5% sur le chiffre. Okay, donc il y a aussi le fixe. En général, c'est un SMIC en fixe plus un variable. Pour vous donner un exemple, le meilleur commercial le mois dernier chez moi, il a fait 62 000 € de chiffre d'affaires. Il est parti avec 4 500 net. Alors c'est beau 4 500 net, hein. Mais par rapport à ce que j'aurais donné typiquement à 20% de chiffre, j'aurais eu du coup 20 000 € de coût pour le coup. Donc c'est moins cher. Les gens ils sont contents parce que quand vous donnez 4 500 à quelqu'un en CDI, je peux vous garantir qu'il vient, moi il vient de me voir dans mon bureau en fin de mois, hein, avec la fiche de paye. Manu, t'as vu ce que j'ai pris, 4 500 ? T'as vu 4 500 ? Ils sont super contents de recevoir 4 500 €. Un freelance, au final, il va être beaucoup plus chiant, je suis désolé pour le terme, en tout cas moi je trouve, qu'un salarié, et il est beaucoup moins fiable. Donc ça c'est pour la question salarié. Et la deuxième question sur le remote, moi j'arrive pas à travailler en remote. Donc vu que j'arrive pas à travailler en remote, je travaille avec des équipes en présentiel, et il y a des gens des fois qui me disent moi je veux travailler en remote, je travaille pas avec eux, parce que pour moi c'est une histoire de connexion, c'est une histoire humaine, et j'arrive pas à imaginer comment je pourrais développer une culture d'entreprise par exemple sur une équipe en remote. Et Emmanuel, je ne sais pas si tu peux nous partager, mais du coup, avec autant de salariés, est-ce que, en pourcentage, quelles sont les marges sur le montant de ton chiffre d'affaires global? Ouais. Super question. Alors, ça dépend des activités. Je peux prendre un exemple par exemple, sur la formation en ligne. Sur la formation en ligne, sur un chiffre d'affaires de 100, donc en gros sur une base 100, on a à peu près 20% de budget sur la publicité. Et on a à peu près 20 à 25% de budget sur les salariés. Donc en fait, on arrive quand même à sortir 40, alors marge nette, ouais, on arrive à sortir 40% à peu près de marge. Mais encore une fois, c'est une stratégie de volumétrie. Le but, c'est pas de se dire je fais 10 000 € par mois. C'est d'aller chercher des millions d'euros et après d'aller baisser sa marge, mais sur le volume, du coup, gagner plus. Et sur le groupe, tu sais si... tu connais ce pourcentage sur le groupe entier? Ouais, en consolidé sur le groupe, on est à 15%, mais parce qu'on réinvestit 100%. Donc en fait, je peux pas te donner... On doit l'avoir dans nos chiffres. Je pense qu'on doit être en réel à peu près à 30-35% frais de marge. Mais en EBE final, on est à 15% parce qu'on simplement réinvestit pour ne pas payer d'IS, quoi. Merci. Ouais, non, parce que c'est vrai que c'est quand même assez étonnant, parce qu'avec décomposer tout ça, tout ce que tu fais, tu rajoutes encore des procès, des emmerdes, parce que c'est plus de salariés. C'est vrai que moi aujourd'hui, je suis revenu un peu en mode... on m'entend bien ou pas? Ouais. Là, c'est mieux. En mode solopreneur, quoi. Hein, c'est le moins de salariés, enfin, l'équipe la plus petite possible. Là aujourd'hui, je suis reparti vraiment sur ce domaine-là. Et, Après, on en parlait hier, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ça veut dire que moi, c'est un peu l'inverse. Quand je vois du coup des personnes là, qui me disent moi, écoute, je fais 200 000 € par mois, je suis chez moi en slip, tu vois, j'ai rien à faire. En gros, j'ai pas de gens qui me font chier, etc. Moi, je dis putain, c'est incroyable, mec. Je dis c'est fou. Moi, je sais pas faire. Franchement, je sais pas faire. Et je respecte énormément. Et donc, il y a pas de l'idée, c'est pas de vous dire regardez, je fais ça, c'est trop bien, faut que vous fassiez ça. Là, j'essaie de vous montrer ma méthodologie, comment moi je travaille, et d'essayer de réfléchir comment dans mon process, vous pouvez prendre du coup des briques et les appliquer sur vos boîtes. Encore une fois, ça dépend de chacun et de ce que vous avez envie de faire. Il y a des emmerdes, il y a plein d'emmerdes hein, dans mon process. Là, je vous explique, quand j'avais 1 heure, je vous partage quelques feedbacks, mais il y a plein de problématiques aussi, bien sûr, des responsabilités. Mais là, je suis 100% d'accord avec toi. Là, c'est vraiment, je vais entrer dans ton cerveau pour comprendre, parce que c'est vrai, quand on a un mastodonte comme ça, c'est toujours le principal risque, c'est que tu es dépendant de la pub ou pas? Alors, justement, on essaie de diminuer la dépendance de la pub. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on est dépendant de la pub, par contre, on n'est pas dépendant d'un levier. Donc, c'est de la dépendance partielle, quoi. Mais il y a des business sur lesquels, typiquement, justement, on essaie vraiment de développer la recommandation, tu vois, pour justement varier les sources de trafic. Mais oui, la publicité en ligne, ça représente 70-80% de notre acquisition client aujourd'hui. Parce que, imagine là, un truc comme Gérald, ton compte, il est banni pendant 2 mois. Qu'est-ce qui se passerait? Tout le bénéfice que tu as engrangé peut-être depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y passerait peut-être, non? Ouais. Alors ça c'est pareil, on dépense 400 000 € par mois chez Meta. Okay, donc je peux vous dire, quand vous dépensez 400 000 € par mois chez Meta, 1, vous avez un call toutes les semaines avec les responsables France de Meta. 2, vous êtes invité, là vous avez vu, j'ai eu la chance de rencontrer du coup la vice-présidente de Meta, c'est le numéro 2 de Zuckerberg, à Dublin le mois dernier. Meta, ils m'appellent, ils me disent... Là, Manu, on veut faire un test en gros sur une nouvelle fonctionnalité, on te file 50 000 € de coupons, 50 000 € de spend gratuit. Tu testes dessus, tu nous dis est-ce que ça marche ou pas. Okay, donc, blocage de compte publicitaire, honnêtement, ça me peut arriver depuis 3 ans.
Et je pense pas que ça m'arrivera vu du coup le montant qu'on leur verse. Donc c'est d'autres enjeux. Encore une fois, c'est pas pour dire c'est bien, c'est pas bien. C'est juste que, en fait, c'est juste la dépendance. Finalement, est-ce que c'est moi qui dépends de Facebook ou à un moment donné, Facebook ils disent putain, cette boîte quand même nous rapporte de l'argent, il faut qu'on les aide quoi. Tu vois, ça renverse un peu le truc. Par contre, c'est sûr que quand je me suis lancé, bah oui, j'étais face un peu aux problèmes qu'on a tous. Ça veut dire blocage pub, etc. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein sur cette dépendance-là. N'empêche que je varie quand même mes sources de trafic. Je vais pas faire du full méta ou mettre tous mes œufs dans le même panier. Plan B, plan C, non, c'est bien. Écoute, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.